Je voudrais vous adresser ce message car il est important que vous compreniez ce que signifie le sens profond d'imagination, d'espoir, de lucidité, d'adaptation, de résilience et surtout le sens de l'action. Et nous serons à vos côtés pour partager encore plus sur ces sujets. Enfin, un grand merci, bien sûr, à toutes les écoles partenaires, l'ULCO, l'EILCO, l'EXI, Excelia, l'Esprit à Tunis, l'IPAC Business School à Paris. Et bien sûr, comment faire autrement? Un grand merci aux enseignants-chercheurs qui se mobilisent pour que cette next génération, on parle de la next génération EU, soit la mieux armée possible pour comprendre et relever les défis du futur. Et je mentionnerai juste quelques-uns parmi vous. Vous êtes nombreux, on en verra pendant les tables rondes. Mais je voudrais faire une mention spéciale à Philippe Deschamps, qui est le directeur du lycée Saint-Joseph à Boulogne-sur-Mer, à Thierry Maison et à Daniel Kern pour avoir organisé la diffusion auprès des élèves de terminale et des étudiants. Sachez, messieurs, sachez, mesdames, sachez à tous nos étudiants et étudiantes que nous serons là pour vous et avec vous. Et donc, je vais passer la parole à Franck, donc Franck Bruno, pour la première table ronde sur ces nouveaux carburants et notamment sur l'hydrogène. Donc, Franck, la parole est à vous avec un petit peu d'avance sur le programme, mais je vous laisse la parole et je pense qu'on va se recaler dans le cours des interventions. Alors, l'hydrogène, the floor is yours. Le démonstrateur de communication. Parlez un petit peu plus près du micro, oui, qu'on puisse bien vous entendre. Le bateau de pêche a été à l'initiative de la ville de Boulogne-sur-Mer et de son ministre à l'époque, qui nous disait vos petites voitures, c'est très bien, à hydrogène, mais moi je suis le premier port de pêche de France et je voudrais un port de pêche hydrogène. C'est pour ça qu'on a développé une maquette autour d'un bateau de pêche à hydrogène. Attendez. Là, la vidéo est en train de passer, ne vous inquiétez pas. La vidéo est sur les écrans, puisque je suis en même temps sur l'université. Donc, dès qu'elle est finie, vous pourrez nous raconter tout ça. Ah, d'accord. Ah, je ne sais pas si on nous entend en même temps là. Non. Là, on vous entend pas à l'écran, donc il y a la vidéo, mais je ne sais pas s'il y a le son à cette vidéo. C'est bon, la vidéo passe, Franck, à l'écran là pour tout le monde. Daniel. Et le son, vous pouvez parler. Le son. Là, vous allez nous raconter un peu. C'est bon, la vidéo passe, Franck, à l'écran là pour tout le monde. Là, vous allez nous raconter un peu. C'est bon, la vidéo passe, Franck, à l'écran là pour tout le monde. Là, vous allez nous raconter un peu.
Oui, bonjour. Daniel, Thierry, vous m'entendez? C'est Diana. Allô? Oui, bonjour. Daniel, Thierry, vous m'entendez? C'est Diana. Oui, oui, on vous entend, on vous Vous avez entend. fini? Oui, vous avez la parole en fait. D'accord. Ok, d'accord. Ok, Merci d'accord. beaucoup, messieurs. Merci de votre patience. Il n'y avait aucun problème. Donc, la vidéo que vous venez de voir passer a présenté deux bateaux, un hors-bord que nous avons organisé il y a déjà quelques temps, et un bateau de pêche à hydrogène. À l'initiative, peut-être d'abord, de M. Cuvillier, à l'époque, qui était ministre et maire de Boulogne, qui nous avait dit vos petites voitures à hydrogène, c'est bien beau, mais moi, je suis ministre de la mer, maire de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer, premier poste de pêche de France, et il voudrait être le premier port de pêche hydrogène de France. Donc, nous avons réalisé cette maquette, qui a été présentée d'ailleurs dans différents endroits. Maquette qui est ici, vous la voyez derrière moi, de pêche à hydrogène, et le hors-bord, 24 heures de Saint-Jean, qui est finalement le premier bateau à hydrogène à avoir navigué dans le port de Boulogne-sur-Mer. Voilà, donc vous m'avez posé un certain nombre de questions, je vais essayer d'y répondre. Tout d'abord, je vais remercier les intervenants qui ont fait le plaisir, avec enthousiasme, de me suivre sur cette table ronde. Je les remercie infiniment. Et un petit coucou quand même, un petit clin d'œil à la communauté d'intérêt pour l'hydrogène vert du Québec, qui sont connectés actuellement et qui nous suivent, et en particulier son représentant André Saint-Pierre. Ils ont dû se lever tôt quand même. Donc, à la question quelle sera la place de l'hydrogène dans la mobilité du futur, eh bien, je dirais tout simplement que tout dépend des objectifs que l'on se fixe. Si les objectifs sont environnementaux, qualité de l'air, gaz à effet de serre, etc., et également de répondre au mieux aux différents usages habituels d'un véhicule, alors la mobilité hydrogène est bien la mobilité du futur. Et je dirais même la mobilité électrique du futur. Quelques chiffres qui positionnent un petit peu ce qui se passe. Actuellement, il y a 1,2 milliard de véhicules dans le monde. Et on en prévoit, l'IAE en prévoit 2,5 milliards en 2050. Donc, il y a de quoi faire. Il y a bien évidemment de la place pour différentes technologies, même le biogaz, qu'il ne faut pas oublier non plus dans cette histoire. Donc, actuellement, des programmes hydrogène importants sont en train de se mettre en place dans différents pays d'Europe. 9 milliards plus 3 milliards en Allemagne, 7 milliards en France, donc 2 milliards pour 2023, Espagne, Portugal, Italie, Suisse, Pays-Bas, Grande-Bretagne, etc. L'Europe investit dans l'hydrogène et est prévu un plan de financement de plusieurs centaines de milliards d'euros d'ici 2050. On prévoit entre 180 à 470 milliards d'euros investis dans l'hydrogène, donc dans la mobilité également hydrogène. En France, en ce qui nous concerne, les objectifs sont ambitieux. Actuellement, il y a 41 stations actives pour distribuer de l'hydrogène en mobilité. Mais sur ces 41 stations actives, toutes ne peuvent pas produire de l'hydrogène, desservir en hydrogène des véhicules pour tout le monde. Parce qu'il y a différentes pressions. Et des stations hydrogène en France à 700 bars pour des véhicules de Monsieur Tout-le-Monde, il n'y en a pas beaucoup, il y en a environ 3-4, et en plus, ils puissent desservir le public. Car ça, c'est une grande difficulté dans les stations hydrogène, c'est aussi de pouvoir desservir le public. Donc, les ambitions sont énormes. Le plan prévoit 1000 stations en 2030. Actuellement, il y a 400 véhicules légers qui circulent en France. On en prévoit 300 000, 5 000 poids lourds, 1000 bateaux. Donc, ce sont des chiffres très, très, très ambitieux. Maintenant, il faut aussi se rappeler un petit peu le passé. Le premier véhicule hydrogène en France à avoir obtenu une carte grise sur laquelle c'est marqué énergie hydrogène, ça a été délivré en 2013 pour le président à l'époque d'Air Liquide. Donc, depuis 2013 à nos jours, il y a quand même eu un sacré chemin parcouru. Même si on trouve que c'est trop lent,
même si on trouve qu'on aurait dû faire plus, il y a eu quand même beaucoup qui a été fait. Alors, à la question, quels sont les avantages et inconvénients par rapport aux véhicules électriques? Je voudrais signaler tout d'abord que ce sont, dans les deux cas, des véhicules électriques. Et pour ma part, je n'opposerai pas voiture batterie électrique et voiture hydrogène électrique. Elles sont complémentaires l'une et l'autre. D'ailleurs, si on prend par exemple, je ne sais pas si ça va passer à l'écran, si j'en prends cette voiture par exemple des 24 heures de Saint-Jean à hydrogène, voilà, un peu plus haut, montre voir Thierry. On voit très bien la pile à combustible ici, le réservoir d'hydrogène et la batterie là. Donc, les voitures à hydrogène ont toujours une batterie. Moins importante, bien sûr, que sur une voiture électrique à batterie. Mais c'est une association des deux. Des fois, la pile à combustible est plus puissante, des fois, les batteries sont plus faibles, tout dépend des technologies qui sont employées, mais la batterie permet de lisser le fonctionnement de la pile à combustible et permet également de récupérer l'énergie au freinage et donc de redonner de l'énergie à la batterie. Alors, il ne faut pas non plus se voiler la face. Actuellement, la voiture électrique à batterie a pris une avance considérable par rapport à la voiture à hydrogène. Il s'est vendu en Europe cette année 1 million de véhicules électriques. 500 000 à batterie, 500 000 hybrides rechargeables. Donc 40% de ces véhicules ont été vendus en Allemagne. Alors, quelles sont les différences remarquables qu'on pourrait signifier là-dedans? J'ai oublié de vous dire aussi, pour les voitures hydrogène, c'est 864 en Europe. Alors, vous voyez, 1 864 000, on ne va pas dire qu'on fasse le poids. Mais néanmoins, ça mérite d'exister. La voiture hydrogène a des atouts vraiment très importants à faire valoir. Car, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un véhicule qui nous rappelle notre moteur thermique dans l'utilisation. On peut avoir une autonomie relativement importante. On recharge son réservoir en 5 minutes. On peut déplacer des charges. On peut déplacer des personnes. On peut mettre la climatisation. On peut mettre l'autoradio. On a le chauffage, etc. On se retrouve dans un véhicule, je dirais, traditionnel. Et qui est une grande importance. On peut rouler sur autoroute longtemps à vitesse élevée. Tout ceci, ce sont des inconvénients pour la voiture électrique batterie actuellement, à la technologie du jour, bien sûr. Tout ça, ça peut changer énormément. Si je peux vous poser une question. Oui. Allez-y. Vous parlez d'autonomie du véhicule à hydrogène. Comment se compare-t-elle par rapport aux véhicules électriques à batterie en termes d'autonomie? Bon, oui. Vous avez parlé d'autonomie. Comment se compare-t-elle par rapport aux véhicules électriques à batterie? Et en termes de poids, parce qu'on sait que le poids est un critère important pour les véhicules, par exemple pour les véhicules particuliers, les batteries sont très lourdes. Est-ce qu'une voiture à hydrogène Voilà. Je ne vous entends pas bien. Je compris la question. Autonomie. Actuellement, une voiture à batterie a une autonomie environ, parce que là aussi, voilà, il y a beaucoup de marketing, on peut dire de 300 km, dans des conditions optimales. Parce qu'on fait l'autonomie d'une voiture électrique, on devrait la considérer avec des passagers à l'intérieur, on devrait la considérer avec ses vélos sur la galerie, si c'est possible, on devrait la considérer avec des bagages dans le coffre, etc. Là, ce qui n'est jamais le cas. Ça, la voiture hydrogène n'a pas ce problème-là. Et l'autonomie actuellement d'une voiture hydrogène est environ de 500 km. Et lorsque j'aurai plus d'hydrogène dans mon réservoir, je pourrai aller à une station et remplir ce réservoir en 3 minutes ou 5 minutes et repartir et refaire de nouveau 500 km. Ce qui n'est pas le cas actuellement avec une voiture à batterie électrique. Vous m'avez posé une autre partie de la question, c'était sur le poids. Naturellement, en matière de sécurité. Oui, poids et sécurité, d'accord. Donc sur le poids, la batterie, ce que vous dites, naturellement, c'est un poids.
Mais il y a un inconvénient aussi sur la voiture à hydrogène, c'est la voiture à hydrogène embarque des réservoirs pour transporter cet hydrogène. Et ces réservoirs sont lourds. Donc, ce qu'on gagne d'un côté, on le repère de l'autre côté. C'est pour ça que moi, je vois beaucoup l'avenir de la voiture hydrogène dans les liquides porteurs d'hydrogène. On va venir mettre ces liquides, remplir un réservoir traditionnel normal, et on va produire directement l'hydrogène dans la voiture. Ça existe déjà. Il y a la voiture de Nathalie qui a été développée par M. Grunberg, qui est une voiture qui a une autonomie de 600 à 1200 km, qui fonctionne au méthanol. Le méthanol a aussi ses inconvénients, mais disons que les liquides porteurs d'hydrogène, pour moi, c'est le futur prochain. Au niveau sécurité, je dirais que c'est pratiquement à égalité dans la sécurité. Premièrement, il n'y a pas d'énergie sans risque. Ça n'existe pas. Les voitures à hydrogène, on nous présente toujours le fameux ballon, etc., etc. Bon, il faut un petit peu dépasser ça. Les voitures à hydrogène circulent dans le monde. Il y en a à peu près 8000 qui circulent. Il y a des bus qui circulent, maintenant des trains qui circulent. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'incident ou d'accident. Les voitures à batterie prennent feu. Hyundai va rapatrier 80 000 véhicules prochainement parce qu'il y a des incendies qui sont provoqués à la chaîne sur les véhicules. Incendies qu'on ne sait pas maîtriser sur un véhicule électrique, que ce soit pour les voitures légères comme pour les bus, etc. Donc, toutes les deux ont un inconvénient de sécurité. Pour ma part, si je développe sur la sécurité de l'hydrogène, je ne suis pas parmi les gens qui banalisent cette sécurité sur l'hydrogène. Au contraire, il faudra constamment la renforcer, constamment être progresser dans les process de sécurité, dans la technologie pour répondre à cette sécurité. Une voiture hydrogène n'est pas du tout dangereuse si l'hydrogène n'est pas confiné. Le problème vient du confinement. Une voiture hydrogène qui est dehors, il y a une fuite d'hydrogène, il ne se passe rien. L'hydrogène monte dans le ciel et puis l'affaire est autour. Quand une voiture d'hydrogène prend feu, la flamme est très verticale et elle est beaucoup plus facile à solutionner que le cas d'une voiture à batterie qui met plusieurs jours avant de s'arrêter de brûler. Les Belges ont développé une technique, ils les mettent dans une grande baignoire et les laissent refroidir comme ça pendant plusieurs jours. Voilà un petit peu sur la sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un bonus écologique les mêmes que pour les voitures électriques. C'est le même? Le même. Ça a été difficile à apprendre, mais c'est le même. D'accord. À savoir aussi, parce qu'on en parle peu, et là je vois que je me rappelle de ça, on parle beaucoup de piles à combustible à hydrogène, mais il existe aussi la possibilité d'avoir des moteurs thermiques à hydrogène. Ça s'est développé, et d'ailleurs il y a un Français qui s'appelle Étienne Lenoir qui a développé le premier moteur thermique à hydrogène en 1860. Et ça a fait 9 km entre Paris et Joinville-le-Pont. Vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, il y a eu à une époque aussi, dans les années 70, un développement de la BM série 7 à l'époque, à hydrogène, mais il y a eu le problème pétrolier qui est venu, qui a tout bousculé, etc. Mais ça travaille encore autour des moteurs à hydrogène thermique pour les gros navires, etc. Vous verrez certainement de nos intervenants qui en parleront. D'accord, très bien. Alors, on voit que cette filière hydrogène devrait générer un grand nombre d'emplois. L'ADEME indique qu'à l'horizon 2030, toute cette filière pourrait générer 50 à 100 000 emplois, donc dans la filière hydrogène. Ça veut dire qu'il faut que les jeunes, notamment, puissent être formés à ces nouvelles technologies. Donc là, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu justement de ce que fait notamment un lycée comme le lycée Saint-Joseph? Moi, je vais dire simplement un petit mot pour conclure et passer la main, comme vous avez fait là, la phase de transition. Il y a quelque chose de très important si on veut exister autour de l'hydrogène. C'est la recherche fondamentale, c'est la recherche et développement, c'est l'innovation, c'est l'industrialisation, parce que l'industrialisation, il ne suffit pas d'en parler, il faut la faire. Alors, on a tout fait pour la supprimer, maintenant il faut la recréer, et il faut avoir du savoir-faire,
et pas du blablabla. Il faut de la commercialisation, parce qu'ensuite, il faut commercialiser nos produits et être capable de les vendre. Et cette recherche fondamentale et cette recherche, ça va être à longue durée. Il faut beaucoup d'intelligence. Personnellement, je suis contacté énormément par beaucoup d'industries actuellement, suite à faire des 7 milliards d'euros de subventions, parce que l'hydrogène est en train d'intéresser toutes les industries, mécanique, électronique, électricité, quelle que soit la filière. Maintenant, il faut bien sûr, comme je dis, des choses d'information et voir comment on la fait. Donc derrière, effectivement, pour cette filière, il faut de la formation, il faut former les jeunes. Et quelle est l'approche? J'étais très intéressé de voir votre vidéo donc, sur le lycée Saint-Joseph. Donc j'aimerais en savoir un petit peu plus sur la manière dont vous sensibilisez, formez, éduquez les jeunes à cette nouvelle filière. Alors déjà, en quelques minutes, vous pouvez nous dresser le tableau. Déjà à la base, on a créé je sais pas, on m'entend bien? C'est bon, le son est correct? Oui, parlez le plus près possible, mais c'est bien. Mais parlez... on a créé un challenge et un projet pédagogique chez nous qui s'appelle les 24 heures de Saint-Jean, qui a été à la base créé pour redynamiser, justement, Daniel parlait des filières technologiques qui étaient un petit peu en déclin et que voilà, on voulait ne plus faire des projets qui ne servaient à rien, mais aller vers des choses qui pouvaient intéresser les élèves. Et on a eu l'idée au départ de cette voiture. Donc on a dit avec les élèves, on va essayer de concevoir une voiture, la fabriquer, etc. Donc on était encore du temps du bac STI, génie mécanique, usinage, etc. Et petit à petit comme ça, donc ça a démarré en 2002. Et puis on a dit, tiens, on fabrique des voitures, c'est bien, on intéresse les jeunes, mais on va essayer de les mettre un petit peu en compétition. Et on a créé cette fameuse course de voitures. L'intérêt pédagogique du projet, c'est que ces voitures sont conçues et réalisées 100% par les élèves au sein de l'établissement. C'est-à-dire qu'on est concepteur et fabricant. Ça, c'était en 2003. Jusqu'en 2007, on a fait des courses de 6 heures avec des voitures pure électriques. Puis après, Daniel a été un petit peu visionnaire dans l'affaire. Il a dit bah, tiens, on commence à parler un petit peu d'hydrogène. Pourquoi on ne s'amuserait pas à construire une mini-voiture à hydrogène à l'échelle 1/10, les mêmes qu'on réalise actuellement. Donc ça, c'était en 2010. Et puis on a dit on va faire un proto et puis on va augmenter la durée de la course. On va passer carrément à 24 heures, un petit peu comme ce que font à l'image des 24 heures du Mans en miniature, mais toujours dans le même esprit de concevoir les voitures et de les réaliser avec les élèves. Et ce qui est important pour nous, c'est que les projets soient fonctionnels et que les élèves voient de A à Z toute l'ingénierie, l'aspect prototypage, fabrication, réalisation. Et on travaille vraiment là-dessus autour de ce qu'on appelle, nous, le triptyque MEI, matière, énergie, information, puisque sur un véhicule quel qu'il soit, que ce soit un bateau, une voiture, enfin tout ce qui est mobile, on va retrouver de la matière, des énergies et des informations qui circulent, du numérique, avec des tablettes, enfin bref, on va retrouver un petit peu les filières. Et puis est arrivée en même temps une réforme du bac. On est passé des bacs STI au bac STI 2D, donc on a amené la partie développement durable dans ce bac qui est très importante. Et en bref, en 2011, on avait un petit peu trouvé notre voiture parfaite pour cette formation. Et donc, on a commencé par une pile à combustible 30 watts qu'on utilise toujours actuellement, qu'on essaie de booster un petit peu avec des ventilos plus gros, on essaie d'améliorer le rendement. Et on est sur des cartouches d'hydrogène hydrure métallique. Donc, en fait, on a cherché longtemps et en fait, à cette échelle de voiture, il n'y a pas 50 000 fabricants, il n'y en a qu'un, c'est Horizon Fuel Cell Technology, qui est toujours le seul actuellement, qui est basé à Singapour. Et donc voilà un petit peu comment est née cette compétition. Après, on a fait beaucoup de communication sur les réseaux, on a été visionné par des écoles étrangères qui nous ont contactés. Horizon Fuel Cell nous a également contacté de sa part pour essayer de nous amener à Saint-Jean aussi des écoles étrangères. Donc, on a eu des Tchèques, des Slovaques, des Suisses, des Polonais, enfin bref, tous les ans, ça change. Et puis, jusqu'à présent, on est en partenariat. Alors, le Covid, bien sûr, nous a un peu freiné depuis 2 ans, là, mais on travaillait beaucoup avec les Suisses et l'école des métiers de Fribourg, qui développe également ces mini-véhicules et participe à notre H2 World Challenge. Donc, on a créé cette compétition. Dans la compétition, on fait courir des voitures hydrogène dans les 24 heures
un peu à l'image des 24 heures du Mans, avec son mission Le Mans H24, qui va faire tourner une voiture hydrogène en 2024 au Mans. Voilà un petit peu ce qu'est notre projet, mais il y a le point très important, c'est tout l'aspect ingénierie projet, et les élèves, pour certains et même pour beaucoup, passent réellement une épreuve de leur bac, de projet, sur cette course d'endurance et sur la conception et la réalisation de ces mini-véhicules. Voilà. Donc, on a vraiment intégré ça dans la formation du bac SI2D, et c'est un projet en plus qui est intergénérationnel. Donc, l'approche pédagogique, elle n'est pas qu'au lycée. On attaque déjà les CM2. Donc, si je vous montre, on fait un mini-projet. Regardez un petit peu, là, c'est une petite voiture à hydrogène avec une petite pile à combustible de 3 watts, qui se trouve ici, là. Un petit réservoir d'hydrogène ici, avec un petit ballon de baudruche qui est gonflé avec une seringue dans laquelle on vient amener de l'hydrogène. Et ces voitures sont guidées sur un fil de nylon. Et le trophée, c'est la voiture qui va le plus loin possible et la plus rapide. En fait, on fait deux petites courses différentes, une en autonomie et une en vitesse. Les châssis sont imprimés en 3D, donc on fournit les plans aux écoles primaires, on les amène à l'école, on leur fait découvrir nos labos, ils viennent passer une journée dans l'établissement, faire cette course et un petit peu fabriquer leur voiture. Donc ça nous paraît important, c'est déjà de sensibiliser les plus jeunes de 10 ans, qui eux, probablement, rouleront dans des véhicules à hydrogène, peut-être par rapport à leur âge. Voilà. Mais ça démystifie, disons, l'hydrogène et la sécurité de l'hydrogène. C'est très important. Parce qu'ils utilisent déjà de l'hydrogène et ils voient que ça fonctionne. Et donc, donc là, on voit les jeunes au niveau des CM2, c'est magique. Parce que pour eux, et en plus, c'est même pas magique, pour eux, c'est normal. Pour eux, ça leur fait pas bizarre de faire. Projet fascinant, effectivement, le fait de sensibiliser le plus jeune âge, effectivement, fondamental, et ensuite de suivre à travers des projets, comme vous l'avez dit, pédagogiques et d'ingénierie. Donc là, on est dans le concret, dans le dur. Est-ce que vous pensez que dans notre pays, il existe est-ce qu'il existe suffisamment de formation pour préparer l'ensemble de ces jeunes à aborder ces marchés d'hydrogène? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus? En fait, actuellement, de moi, ce que je peux connaître sur l'aspect éducation nationale, des formations pures filière hydrogène, pour moi, ça n'existe pas. J'ai dit tout à l'heure, Daniel, j'ai lu un article du Monde qui date d'octobre, fin octobre, début novembre, dans la région de Belfort. Là, il y a de l'argent qui est mis pour développer des filières. Il y a l'université de Belfort, qui est une université Bourgogne-Franche-Comté, très développée autour de l'hydrogène, avec Daniel Issel, etc. Donc, ils mettent en place une structure très complète de formation autour de l'hydrogène, qui part du bas niveau pour aller jusqu'au plus haut niveau. Il y a aussi l'université de Rouen qui développe quelque chose. Et il y a aussi les sociétés privées, Air Liquide, qui développent son académie hydrogène, etc., etc. Mais il y a beaucoup de travail à faire autour de ce sujet et à incorporer éventuellement, même dans les filières d'ingénieurs, etc., un cursus hydrogène. Parce qu'il va falloir s'intéresser à l'hydrogène à tous les niveaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, en recherche, en production, en maintenance. Il y a vraiment du travail à faire. Et puis, il y a des filières existantes adaptables. C'est un appel M. Blanquer à la ministre des RP. Pardon, vous lancez un appel au ministre de l'Éducation nationale. Je veux dire, nous, on lance déjà des appels, on fait. Puis après, eux, s'ils veulent ici. Ce qu'on trouve un petit peu là. Deux mots pour conclure, puisque nous allons. Si vous avez 2 mots pour conclure, je trouve que allez-y, votre expérience est fascinante. Nous, pour conclure, attention, nous, on est à notre niveau de lycée. Donc, nous, on fait déjà des choses très bien à notre niveau lycée, mais on ne peut pas aller, nous, par rapport un petit peu quand même à la sécurité, par rapport à ce qu'a dit Daniel, sur nos véhicules, on travaille sur vraiment des piles à combustible 30 watts. On n'est pas sur des réservoirs haute pression 700 bars. Ça nous paraît difficile d'aller là-dessus avec les élèves de ce niveau-là. Mais nos véhicules
serait beaucoup plus performant si on pouvait aller vers ces niveaux-là. Et puis nous, on y croit. Et puis on fait tout ce qu'on peut avec les élèves pour leur inculquer, leur faire découvrir ces technologies du CM2, collège, seconde et puis jusqu'au BTS chez nous. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous avoir présenté les atouts de la voiture à hydrogène et pour nous avoir présenté aussi ces projets pédagogiques et les 24 heures de Saint-Jean. C'est vraiment passionnant et très impressionnant. Qui auront lieu, pour finir, je vais quand même le calmer, qui auront lieu les 28 et 29 mai prochains dans notre établissement, probablement à huis clos, mais avec une très grosse retransmission sur les réseaux sociaux. Sur YouTube. Bah, très bien, on fera de la pub. On fera de la pub pour vous. Merci. Merci beaucoup.